Hello, j'espère que vous allez bien. Je recule peut-être un petit peu. Ma voix, elle n'est pas top parce que je suis encore malade. J'ai fait une rechute angine. Voilà, c'est comme ça. Donc, nouveau vlog. Nouveau vlog. Comment il va se passer? Bah, en fait, j'en sais rien. Est-ce que je vais réussir à enregistrer tous les jours jusqu'au bout du vlog? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas, c'est notre objectif, hein, on va essayer de le faire, hein, mais est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'on va y arriver? Je n'en sais rien. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, je peux vous dire que j'ai lu des livres. J'ai lu Done and Dusted de Lila Sage aux éditions J'ai lu, qui est une romance western. Je vous en avais parlé dans mon dernier vlog. C'est un roman que j'ai aimé parce qu'il y a un côté gentillet, etc. Par contre, il y a des scènes explicites que je trouve vraiment crues. Un petit peu surprenant, j'ai trouvé. Un petit peu trop cru pour moi. J'ai terminé Le meurtre de Roger Ackroyd, que j'ai relu, j'étais trop contente, c'est mon livre préféré de tous les temps, je le confirme 1000 fois, ça a été un régal. En plus, on l'a lu en lecture commune que j'organisais avec Livre de Poche, pour le challenge Read Christie 2025, et donc c'est une lecture commune qui se passe sur le Discord avec un découpage chaque jour. C'était un régal parce que en fait non seulement moi j'ai apprécié lire mes petits chapitres chaque jour, j'ai apprécié retourner dans cette histoire, j'ai apprécié retrouver les personnages. En plus, on débriefait chaque jour. Et puis, dans la lecture commune, il y a des personnes qui ne l'avaient jamais lu et j'ai pu apprécier, voir leur réaction sur tout au long du livre et sur le dénouement. Vraiment trop bien. Et puis, hier soir, j'ai débuté ce livre, The 7 Years Sleep, d'Ashley Poston, aux éditions E.H., que j'avais tellement vu passer et que j'avais acheté au Festival du Livre Paris. Je suis pas habituée à acheter des grands formats, là, écoutez, 17,90 €. Je savais pas trop quoi lire, c'est pas que je manque de livres, mais j'hésitais, je savais pas ce qui était le mieux stratégiquement, et je me suis dit, bah écoutez, j'ai acheté un grand format au Festival du Livre Paris, il est pas sorti hier, hein, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, lisons-le avant qu'il sorte en poche, hein. Bonne idée, non? Donc voilà, je suis dans cette histoire, je suis bien dans cette histoire. Alors le personnage principal s'appelle Clémentine, comme ici, et du coup, donc de romance de Clémentine, sauf que là, elle est surnommée Amy, donc on oublie très vite qu'elle s'appelle Clémentine. Mais pour les deux, on a la chanson, je crois que ça d'ailleurs c'est le titre du premier chapitre. My Darling Clementine. Moi, Clémentine, c'est un prénom que j'adore, qui me rappelle beaucoup de souvenirs au niveau dessin animé. Donc, Clémentine, elle travaille dans l'édition. Elle était très attachée à sa tante. J'en ai lu 134 pages pour l'instant, donc je suis à un tiers du livre. Très attachée à sa tante qui, malheureusement, est décédée. Et elle vit dans l'appartement de sa tante, mais il y a un peu de magie dans ce livre. Alors, je m'y attendais pas du tout, si vous voulez. Je peux pas dire... Enfin... Je lis pas scrupuleusement les avis sur les livres sur les réseaux sociaux. Je vais juste regarder très vite si un livre plaît. Quel est l'avis de la personne? Je vais vite regarder, j'ai adoré, je vous le conseille, c'était trop bien, coup de cœur, etc. Je vais vite essayer de capter ces mots-là. Mais après, sur l'histoire, j'ai pas envie d'être spoilée. Mais c'est-à-dire que pour moi, la 4e de couverture spoil. Ce que je vous dis, spoil. Spoil parce que moi, j'aime partir les yeux fermés dans une histoire. Ce qui me vaut quelquefois des surprises, puisque mes attentes sont parfois très différentes de la réalité. Et donc là, eh bien, j'avais vu qu'il y avait des avis super positifs. J'avais vu que les gens aimaient. Voilà. Et puis j'ai beaucoup vu passer cette couverture en plus, mais j'étais vraiment pas allée plus loin et j'avais pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir une petite dose de magie. Pourtant c'est mis sur la 4e. Ashley Poston est une autrice américaine, elle a commencé à écrire des fanfictions avant de se consacrer à de jolies comédies romantiques, pleines de magie, d'humour et de douceur. Il y a bien écrit magie. Hein, il y a bien écrit magie. Et c'est pas dans le sens waouh, c'est trop beau, c'est magique. Non, c'est magie. Hein, donc il y a des petites choses qui sont pas possibles dans la vraie vie. Mais pour l'instant, ça le fait, je le dévore, je m'attendais pas du tout à le dévorer à ce point-là, et donc voilà, j'apprécie beaucoup, je continuerai ma lecture avec grand plaisir. En fait, j'étais couchée toute la journée d'hier en n'étant pas bien du tout, puis en fait, avant de me coucher, je me dis
je vais faire du contenu. J'ai fait plusieurs posts Instagram et c'est là où je me suis dit ça va mieux quand même. Je vais mieux. Et donc ouais, je m'attendais pas du tout. Enfin, je pensais que je l'aurais beaucoup plus dégommé que ça hier, mais j'ai quand même pas mal lu hier. J'ai lu un autre livre. J'ai lu le livre de Matou, Les choses qu'on dit. Alors je l'ai lu sur ma liseuse parce que Matou a eu la gentillesse de me l'envoyer en PDF il y a quelques semaines. Et j'ai adoré ce livre. Les choses qu'on dit, livre qui va sortir le 15 mai chez Robert Laffont. Je vous montrerai quand je le recevrai en format papier. On va suivre Léa. Léa qui a 39 ans et qui vit de sa passion, qui a une passion très particulière, je vous la laisserai découvrir, mais qui vit de sa passion. Il y a d'ailleurs de très beaux passages sur ça, et ce qui fait que j'ai pleuré dès le début du livre, parce que je me suis dit, what? Pourquoi ça à ce moment-là, en fait? Pourquoi elle a 39 ans? Pourquoi on dit elle vit de sa passion, c'est trop bien? Pourquoi? Enfin bref. Et donc on suit Léa. Puis en fait, le monde de Léa va s'effondrer parce que elle va découvrir des choses auxquelles elle ne s'attendait pas, et on va voir les conséquences de ça. Je ne vais pas plus vous en parler que ça pour l'instant. Bien sûr, je vous ferai une chronique, un avis lecture dédié. J'ai adoré ce livre. C'est un livre qui est court mais qui est très complet. Il y a beaucoup de choses dans ce livre en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à me dire tiens, ce livre fait seulement 200 et quelques pages. Quand je pense à tout ce qu'il y a dans ce livre, je me dis mais c'est assez fort quand même d'avoir réussi à parler de tout ça. C'est aussi un livre qui est très très bien écrit. Matou, on la connaît pas pour son écriture, c'est son premier roman. Vous devez certainement connaître Matou comme illustratrice, oui, mais illustratrice, autrice de bande dessinée, etc. Mais là, Matou a écrit un roman. Et c'est très très bien écrit, et je vois que c'est bien écrit parce que, en fait, en échangeant avec des auteurs, il y a certains auteurs qui disent, voilà, pour moi, un livre, faut que je l'écrive comme ci, comme ça, ou alors, ça arrive quand je parle d'auteurs que j'apprécie à d'autres auteurs, où on me dit, attends, tu rigoles, au niveau de l'écriture, c'est quand même assez pauvre, parce qu'il y a ça, et du coup, en fait, ça me permet d'avoir quelques clés que j'aurais pas du tout identifiées, moi, en tant que lectrice, et où je vais faire attention. Je vais faire attention au dialogue, par exemple, je vais faire attention à la richesse de l'écriture. Il y a beaucoup de choses, les auteurs parlent beaucoup de la difficulté de ne pas tout écrire. C'est-à-dire que si un donné, dans une histoire, il est écrit « Tiens, le ciel est couvert », et qu'ensuite le dialogue commence par « Oh, t'as vu, le ciel est couvert ?» Bon, en fait, non, quoi. Il n'y a pas besoin d'écrire 2 fois la même chose. Et si en plus on peut éviter d'écrire le ciel est couvert, bon, à la limite, ça peut aller, mais ça va plus être dans des traits de caractère ou dans des pensées. Au lieu de dire clairement, voilà, alors lui il pense ça, il a un avis sur ci, il a un avis sur ça. Non. On va plutôt être un peu plus subtil et le suggérer tout au long de la lecture, même si c'est très clair que cette personne, elle raisonne comme ci ou comme ça, ou qu'elle pense ça, et derrière, l'auteur ne va pas tout nous mettre sur un plateau, parce que c'est grossier, puis dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça. Quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas sa fiche personnage qui, je sais pas, vous croisez un voisin, le voisin, il a pas sur lui une fiche personnage qui dit voilà, alors moi je suis comme ça, dans telle réaction je suis comme ça, je suis en insécurité lorsqu'on me dit ci, lorsqu'on me dit ça. En revanche, ma zone de confort, c'est ça. Non. Par contre, c'est au fur et à mesure quand on va apprendre à le connaître, quand on va discuter et tout, on va se dire tiens, lui je pense qu'il est comme ça. Ah, lui, je pense que ça, c'est pas trop son truc. Ah, là, il est un peu agressif. Qu'est-ce qui a pu le mettre dans cette position-là, dans ce que j'ai dit? Et donc, voilà, du coup, dans la vraie vie, c'est comme ça. Et je trouve qu'il y a pas mal d'auteurs qui disent ça, c'est quelque chose qui est pas du tout évident de ne pas dire de façon clac, voilà. Et du coup, j'essaye d'être un petit peu plus attentive à ce style de choses, et en l'occurrence, Matou, je trouve qu'elle a une écriture qui est vraiment subtile et qui fonctionne totalement en fait. Alors quand je dis subtil, ça veut pas dire que tout est
implicite et que vous êtes obligé de passer 3 heures à vous dire attendez, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, pas du tout. Non, non, mais c'est que vraiment, je trouve je trouve que par rapport à ce que j'ai en tête, par rapport aux auteurs que je peux lire, je trouve qu'elle a un niveau d'écriture qui est vachement bon, en fait. Et on n'est que sur le premier roman. Donc, trop trop bien. Donc voilà, j'ai très hâte déjà, j'ai très hâte de cette sortie parce que c'est trop chouette, c'est un super événement. Moi, je suis vraiment très très touchée qu'elle ait pensé à moi en m'envoyant son livre en format PDF. Et puis, écoutez, je la suivrai avec grand plaisir par la suite parce que c'était très bon au niveau de l'écriture. Les sujets m'ont tellement parlé, tellement. Enfin, c'est comme si elle était allée à l'intérieur de moi puis qu'elle avait fait ah, t'as peur, c'est... Et voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, voilà. Et ben écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On est le lundi de Pâques, donc rien dans la boîte aux lettres. Et puis ben voilà, on se retrouve plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 22 avril. Voilà, je suis en vacances, je sais plus ce que je vous ai dit hier. Côté santé, ça va. Je suis assez électrique puisque je prépare l'après et voilà. Et du coup, j'ai été obligée ce matin de faire des choses que j'avais pas envie de faire, qui étaient pas très agréables. Mais je suis remontée comme je ne sais quoi. J'ai l'impression d'être dans un ring et d'être prête à me battre. Parce que vraiment, c'est pas normal. Voilà. Alors, sinon, on va parler livres. Alors, on va parler livres. Je vous parle de quoi? Je vous parle de ce que j'ai reçu, puis après je vous parlerai de ce que je lis. Ouais, que je confonds pas trop, mais différents tas. Alors, non, ça c'est plutôt là. Alors, j'ai reçu le livre de Matou. Donc, comme je vous disais, je l'ai lu en format PDF. Donc, j'ai reçu cette jolie carte. Les choses qu'on dit sont souvent moins douloureuses que celles qu'on tait. Donc son roman sera dans les librairies le 15 mai. Hop, à l'intérieur il y avait ça. Et puis ça. Et puis une gentille dédicace. Donc voilà le livre avec le bandeau, mais je vais enlever le bandeau. Tiens d'ailleurs, il va falloir que je le prenne en photo. Et puis une gentille dédicace. Voilà. Donc vraiment, je vous le conseille énormément. Je vous le conseille énormément, comme je vous disais, parce qu'il est vraiment trop bien. Ensuite, vraiment, c'est des tas de n'importe quoi, mon histoire. Hein. Ça. C'est vraiment le bazar. J'ai reçu de la part de Louise des éditions Istia ce livre, L'amour fleuve de Carla Madeira, parce que je discutais avec Emmanuel de chez Pocket au Festival du Livre Paris, et puis il est arrivé, il nous a parlé, puis il parlait avec Emmanuel d'un livre, et voilà, et du coup je m'attendais pas à ce qu'il me l'envoie, mais c'est trop gentil. Donc voilà, je le remercie beaucoup pour ça. Et puis j'ai reçu une box de chez Michel Lafon et c'est écrit dessus fragile. Hop, voilà, preuve que je ne dis pas n'importe quoi. Ça va peut-être me falloir un peu de temps hein, avant de me dire est-ce que je dis vraiment n'importe quoi. Est-ce que ce que je dis est correct? Est-ce que des fois, est-ce que je dis n'importe quoi? Est-ce qu'il faut que je fasse attention parce que je suis vraiment une mauvaise personne? Est-ce que... Je crois qu'il va me falloir un peu de temps avant de me désintoxiquer, n'est-ce pas? Je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Que j'étais marquée à ce point-là. De douter de tout. Hop! Mais c'est aussi pour ça que mon corps il m'a dit que ça n'allait pas. Hein, mais Alors, ouvrons cette boîte.
nous avons une carte avec un petit mot d'Alexandre Marcel derrière. Le fil de nos vies, celui qui relie, qui attache, qui emprisonne parfois, celui qu'on aimerait couper pour mieux recoudre. À quel prix? Des bords de mer au quai de Seine, l'histoire d'un destin fabuleux, d'un amour hors norme, d'un scandale qui marquera le siècle. Je vous souhaite une très belle lecture. Nous avons le marque-page. Chaque rêve a un prix. Nous avons une trousse. Je découvre. Hein. Oh, oh, ça sent trop bon. La lavande. Oh, génial. Ah, trop bien. Ah, extra, 1 mètre. Ah, mais ça trop bien, parce que moi, j'en ai jamais assez quand je tricote. C'est parfait. Un croissant en broche. Donc ça veut dire que je vais le faire piquer par ma grande. Et nous avons un cœur qui doit s'ouvrir. Alors, de ce côté-là, je pense. Comment c'est fait. Et donc, dans cette boîte, nous avons un petit nécessaire à couture. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Et donc, le livre, le fil de nos vies. Voilà. D'Alexandre Marcel. Alexandre Marcel, c'est Papa Plume sur les réseaux. Il sort le 24. Ah bah zut, il sort après-demain. 330 et quelques pages. Voilà, il va falloir y aller. Donc moi j'avais lu de lui Le Temps Bleu et Amour 2040 que j'avais beaucoup aimé. Le livre est dédicacé. Trop bien. Je vous lis la 4e. Quittant son sud natal, Léo, 20 ans, monte à Paris avec un rêve en tête, devenir styliste. Dans ses bagages, l'amour absolu de sa mère et son carnet de croquis dont il ne se sépare jamais. Repéré par un célèbre couturier, il est propulsé sur le devant de la scène, un rêve éveillé, jusqu'au jour où il assiste à l'impensable. Léo doit alors faire face à un choix déchirant, sacrifier ses principes pour sauver la réputation de la maison de couture ou rester fidèle à lui-même au risque de tout perdre. Oh là là, oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, il me tente trop. Je suis dans une période où je lis ce que je veux quand je veux, parce que j'ai besoin de faire ce que je veux, j'ai besoin de me recentrer sur moi, et que je suis pas très planning de lecture ou je sais pas quoi. Donc je peux très bien le lire très très rapidement, quoi. Même si c'est pas ce que j'avais en tête, même si de toute façon ce que j'ai en tête je sais même pas trop ce que c'était, donc il me tente vraiment bien. Alors donc ça c'était les réceptions. Ensuite c'est un peu le bazar parce que là j'avais sorti des choses pour pouvoir enregistrer des avis lecture. Alors les prochains avis lecture que je dois enregistrer, c'est Patronyme, je vous en avais déjà parlé, Le meurtre de Roger Ackroyd et The 7 Years Sleep. Donc ces 3 livres, je peux les chroniquer en vidéo parce que j'ai fait les avis lecture sur Instagram. Enfin, ils ne sont pas mis en ligne encore, mais ils sont en tout cas programmés. Oui, programmés. Donc celui-ci, j'ai terminé hier, j'ai bien aimé, c'est tout mignon et tout, c'est assez doux. Il y a des petites scènes explicites, mais qui sont très soft. Et voilà, j'ai passé un bon moment. Alors j'ai adoré, mais c'est pas un coup de cœur parce que le petit côté magie, et en même temps si on enlève la magie il n'y a plus d'histoire, mais c'est, enfin, ouais, d'un côté j'ai envie de vous dire c'est pas gênant, et d'un autre côté j'ai envie de vous dire ça prend de la place, et en même temps ça prend pas de la place. En fait ça prend pas, on n'a pas on n'est pas dans un univers magique à toutes les pages, mais en même temps si cette magie n'existe pas il n'y a plus d'histoire. Voilà, donc je sais pas. Donc ça ce sont les 3 livres que je vais chroniquer si je me sens en forme, parce que je me rends compte qu'en fait enregistrer des vidéos, l'air de rien, quand je suis pas en forme ça me fatigue énormément. Après ça paraît très bête mais je suis physiquement à ce point là. Donc mais en même temps enfin mince quoi, j'ai quand même envie de faire vivre ma chaîne, hein, puis j'aime pas être en retard et tout ça, donc faut voir. Ce livre-là, je l'ai terminé, je vous en avais déjà parlé, mais je l'ai toujours pas chroniqué parce que
parce que je veux faire, il y a un truc, un format de vidéo que je fais sur TikTok, Instagram, mais qu'en story et en short sur YouTube, c'est que je vous montre le livre comme ça, je mets des mots-clés, et après je le retourne pour montrer la couverture. C'est quelque chose qui a l'air de pas mal vous plaire, puisque c'est repris. Je fais un petit coucou à Thibaut au passage, puisque c'est des discussions qu'on a. Et donc, je l'ai pas fait encore pour celui-ci, de mettre les mots-clés. Et maintenant, en fait, ce truc de mots-clés, comme ça plaît et que c'est repris et que c'est toujours un truc qui me titille un petit peu, je me dis, il faut peut-être l'exploiter au maximum. Et dans ces cas-là, du coup, dans cette idée-là, je les mets dans mes avis Instagram, c'est-à-dire que dans mes avis Instagram, vous avez une photo du livre, vous avez cette fameuse vidéo, et puis vous avez des photos avec des citations qui m'ont marqué. Voilà, comme ça c'est exploité au maximum, et comme ça, au bout d'un moment, c'est bien, enfin bref, je vais arrêter. Donc celui-ci, il faut que je fasse ça, et une fois que c'est fait, il faut que j'écrive mon avis, et après, une fois que j'aurai écrit mon avis, il pourra aller dans la pile qui est sous mon carnet, le carnet où je note quelques éléments des livres en fait, c'est ce que j'ai sous les yeux quand j'enregistre des avis lecture. Voilà. Donc pour l'instant, sous ce carnet, il y a 3 livres, mais j'espère enregistrer 1, 2 ou 3 vidéos, donc il y en aura moins, mais une fois que j'aurai chroniqué celui-ci, il y aura celui-ci en plus. Après, celui-ci, je ne l'ai pas chroniqué non plus. Celui-ci, je ne l'ai pas chroniqué parce que lui, j'ai même pas la photo Instagram. Par contre, j'ai bien le truc avec les mots-clés et tout. J'ai pas relevé de citation dans ce livre, mais j'ai pas la photo Instagram. Et j'ai écrit mon avis en brouillon. Donc, c'est tout l'inverse de lui, si vous voulez. Là, j'ai écrit mon avis, lui, j'ai pas écrit mon avis. Ici, j'ai fait la petite vidéo avec les mots-clés. Là, j'ai pas la vidéo avec les mots-clés. Celui-ci, j'ai la photo Instagram. Là, j'ai pas la photo Instagram. Voilà, c'est comme ça. Sinon, en cours et lecture d'après. Alors, en cours, eh bien, j'ai débuté ce livre hier, Retour de flamme. Je ne sais plus lire. Retour de flamme, le premier tome, Legacy 1 de Rebecca Yarros. Et donc, en fait, dans ce livre, nous avons... donc, c'est le premier tome de la série Legacy, mais c'est un tome qui est très court, qui peut être vu pas tout à fait comme un tome 1, on va dire. C'est un livre qui fait 223 pages. Alors, hier soir, j'ai été prise par... je sais plus quoi. Ah si, par mon changement de vie. Si, par mon changement de vie, en fait. J'ai passé 1 heure hier soir à rechercher des trucs, à organiser. Si, j'ai été prise par mon changement de vie. Sinon, je l'aurais dégommé dans la soirée et je ne l'ai pas débuté à 20h. Hein. J'ai débuté bien après, donc ça se lit très très vite. On a 2 personnages. On a Emerson et Sébastien qui se connaissaient quand ils étaient plus jeunes, mais leur relation s'est arrêtée... un peu brusquement, disons que Emerson en veut à Sébastien, c'était son premier amour, etc. Et en fait, Sébastien revient pour un certain projet assez émouvant, et voilà. Alors, je trouve que ça va vite. C'est un livre qui est court, tout va assez vite, peut-être trop. Et en fait, il y a un moment donné où on a l'impression au début que Emerson et Sébastien ne peuvent pas se voir, et très vite, en fait, si. Et il y a une espèce de tension incroyable, et c'est très sous la ceinture globalement. Voilà. Après, ça se lit vite et tout, mais c'est vrai que tout est autour de ça, quoi. Quand ils se voient, ils se lancent des regards, qui veut dire que ça. Alors, il y a un sujet derrière, hein, et le sujet est intéressant, mais on a l'impression que ça passe presque au second plan. Bon, écoutez, ça, en tout cas, ça se lit bien malgré tout. Et puis, je suis trop fan de cette couverture. Donc ça, c'est mon livre en cours en format papier. En format audio, je suis dans ce livre, Sésambres, d'Hélène Guestern. Alors, c'est dans le cadre du prix Audiolib, puisque je fais partie du jury, comme vous le savez. C'est un livre audio qui dure 15h54. Je savais pas à quoi m'attendre. Oh, c'est génial ça! Oh, il y a tout l'arbre généalogique. Ah, je savais pas. Ah, c'est trop bien. Donc en fait, on suit la famille Quérembrun.
Et dans la famille Kéran-Brun, on suit les fils de Charles et enfin on suit Yann. Ah c'est génial. Ah mais en fait faut que je regarde. Faut que je regarde. Donc on suit Yann. Yann est là dans cette famille Kéran-Brun. Et en fait on a deux voix, la voix de Renaud Bertin Cordoliani et la voix de Blanche Leleu. Donc j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, il y a la voix de Renaud Bertin Cordoliani, je la connais bien. Non pas parce que j'ai déjà écouté un livre audio avec lui, c'est pas le cas, c'est le premier livre audio que j'écoute avec sa voix, mais c'est quelqu'un que j'ai vu à de nombreuses reprises, que j'ai entendu parler à de nombreuses reprises, que j'ai vu lire et entendu lire certains textes lors d'événements, puisqu'il a donné sa voix, alors pareil, il y avait deux comédiens pour ce livre, mais il a donné sa voix au dernier livre de Marie Vareille, La dernière allumette, qui est le livre qui a remporté le prix Audiolib de l'année dernière. Donc, dans ce cadre-là, j'ai vu pas mal de fois ce comédien et du coup, quand je l'écoute, je le vois. Enfin, voilà, je le vois. Alors, il a une voix très, très particulière. Je savais pas ce que ça donnerait en audio. Quand j'ai reconnu sa voix, je dis je sais pas trop parce que justement j'ai beaucoup de mal à décorréler sa voix de lui et donc je l'imagine je l'imagine etc. Et ça le fait tellement. Et il y a la voix de Blanche Leleu qui est beaucoup moins présente parce que le livre est principalement Renaud Bertin Cordoliani, il est à la place de Yann de Kéran-Brun. Et donc récit à la première personne, etc. Mais il y a des moments en fait où on part dans le passé via des carnets, un cahier de raison tenu par Octave de Kéran-Brun, qui est tout en haut de notre arbre généalogique, et donc on va avoir leur histoire derrière, avec des moments, puis en fait c'est un cahier de raison, mais je crois que les cahiers de raison ont été tous dérangés, ils sont pas dans l'ordre, donc en fait on a des petits bouts d'histoire, et en fait Octave de Kéran-Brun, il a créé son entreprise. Il a fondé en 1903 la compagnie maritime Kéran-Brun et Fils. Voilà. Sézembre, c'est une île bretonne qui est pas loin de Saint-Malo. Voilà. En fait, il y a une maison de famille où Yann de Kéran-Brun va et de sa maison de famille, il est à Saint-Malo et il l'a vue sur l'île de Sézembre. Franchement, on va se parler honnêtement. Hein. Je crois qu'on se parle toujours honnêtement. Hein. On se ment pas. Franchement, c'est un livre qui avait pas grand-chose pour me plaire. Les sélections pour les prix, c'est toujours des sélections éclectiques, volontairement, et je trouve que c'est très bien que ce soit le cas. Ça permet d'offrir un grand choix ça permet d'offrir un grand choix, de faire des découvertes pour ceux qui connaissent pas forcément certains styles. Et puis voilà, les lecteurs sont tous un peu différents aussi. Et puis, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus juste. Si vous êtes sur un prix polar et qu'on vous propose que des romans policiers écrits en 2010, on voit bien que derrière, ce sera pas très très représentatif et pas très juste quelque part. Donc, c'est assez varié. Le prix Audiolib, je trouve que c'est encore plus le cas, c'est la 3e fois que j'y participe, c'est encore plus le cas parce que on n'est pas sur un prix polar, on est sur un prix audio. Et en plus, un livre peut être porté à l'audio à des années totalement différentes. On peut avoir des livres qui sortent en audio le même jour que le livre grand format, et parfois c'est pas le cas. Là, en l'occurrence, on est sur la couverture du folio. Folio, c'est un poche. Et justement, je voulais regarder quand est-ce que le livre était sorti. Il a dû sortir il n'y a pas longtemps en folio parce qu'il était chez Grasset en 2024. D'ailleurs, la couverture Grasset, je la connaissais pas du tout. Je ne sais pas si ça vous parle, mais alors moi, pas du tout. Et donc là, on est chez Folio, et alors le folio, il est sorti le 3 avril. Et donc, bon, si vous voulez, cette couverture,
c'est pas du tout un livre vers lequel j'aurais été. Alors en plus de ça, le livre en format poche, il fait 656 pages. Je peux vous dire que vraiment, jamais j'aurais acheté ce livre. Jamais je l'aurais lu. Jamais, en fait. Je vois même pas ce qui aurait pu m'obliger à lire. Ou alors, quelqu'un me met un couteau sous la gorge et dit, si tu lis pas ce livre, tu meurs. S'il n'y a pas ça, je crois que je n'y serais jamais allée. Je vois pas ce qui aurait pu m'attirer. La couverture ne m'attire pas. Le titre ne m'attire pas. L'autrice, je la connais pas. Un pavé, ça m'attire pas. Je lis rarement des folios. Enfin, vraiment, je vois pas du tout. L'autrice, justement, Hélène Guestern, elle est enseignante et chercheuse. Elle est l'autrice de 6 romans ainsi que de plusieurs essais, textes autobiographiques. Elle a notamment écrit 555 qui a reçu le Grand Prix RTL Lire et le prix Relais des voyageurs lecteurs. Ce livre, parce qu'il vous faut bien une conclusion, puisque là je vous ai je vous ai dit plein de choses qui pourraient ne pas me plaire et tout ça. Ce livre, je suis dedans, mais je suis totalement dedans. Je suis scotchée à l'histoire, je l'écoute avec un intérêt incroyable. C'est mon petit régal du matin. Je me réveille, mon mari dort plus que moi, donc il dort encore. Et en fait, pendant qu'il dort, en fait, je reste dans le lit, je mets mon livre audio dans mes oreilles et je me fais un petit bout de cette histoire. J'en suis à 60% de mémoire. Ouais, 62%. Je suis à 62% du livre. Je me régale, en fait. Je me régale. Franchement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement que je me dis, c'est pas possible, l'histoire, elle doit être autobiographique. C'est hyper bien écrit et tout, et je suis totalement prise dans l'histoire. Ce qui est fou, parce que je vous avais parlé de patronyme, et je vous avais dit, ce livre, c'est un règlement de compte de l'autrice avec son père qui part ensuite dans des recherches d'identité, mais c'est tellement nombriliste, enfin c'est très très égocentrique et ça m'a beaucoup gênée. Alors que pourtant les autobiographies, je suis pas contre habituellement. Je veux dire, quand c'est une autobiographie d'Agatha Christie, elle peut être nombriliste à fond, je n'en ai rien à faire. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis mon petit t-shirt Agatha Christie. Et donc là, en fait, on est à la place de Yann de Quérembrun. Yann de Quérembrun, il est historien, il est marié, séparé, mais pas divorcé. Enfin, vous verrez. Il a un fils, et puis en fait, ça se passait pas bien avec son père. Il y a eu beaucoup de drames dans sa famille. Et il y a cet héritage qui est super lourd à porter, qui est cette fameuse entreprise de Quérembrun et fils. Et lui, il n'a pas voulu aller dedans. Enfin, voilà, il est historien. Ça s'est jamais bien passé avec son père par rapport à ça. Son frère était dans l'entreprise, mais malheureusement, son frère est décédé. On le sait assez tôt dans le livre. Et puis, voilà, pour certaines raisons, il va partir dans cette fameuse maison familiale. Il va tomber sur le carnet de raison de son arrière-grand-père. Et ça va lui donner envie de gratter un petit peu, surtout lui en tant qu'historien, il va vouloir gratter sur sa famille, sur ce qu'il y a eu, puis il y a des petites zones d'ombre, il y a des choses, il essaye un peu de reconstituer le truc, puis bon, il va avoir du coup des personnes de sa famille, des cousins, des oncles, des tantes, pour essayer d'en savoir un petit peu plus, que chacun lui donne des petits morceaux, puis dire, en fait, dans les carnets, je vois aucune mention de telle personne, ou qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci, et voilà, du coup, il va gratter comme ça petit à petit et c'est vachement bien. Voilà, c'est vachement bien. En fait, c'est peut-être un peu lent. En fait, je me rends pas compte parce qu'en audio, je suis vraiment captivée. Mais c'est peut-être un petit peu lent. Peut-être. Je sais pas. Mais c'est pas nombriliste, c'est très étoffé en fait, parce que notre fameux Yann, il a son histoire de famille, son histoire personnelle, et puis ce qu'il vit, enfin
Donc il est dans cette fameuse maison familiale, il croise régulièrement une personne, donc il y a des petites histoires par rapport à ça. Enfin, en fait, c'est très étoffé, c'est très complet en fait, et on avance sur chaque pan petit à petit. Puis ça a des petites allures de polar aussi parce que on va pouvoir enfin, il y a une petite dimension roman policier. Enfin, il y a une énigme, il y a un petit truc. Bon, je pense que c'est assez. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense en réalité, mais bon, c'est pas grave, ça ajoute quelque chose. De toute façon, on n'est pas sur un roman policier, mais ça ajoute quelque chose en plus. Il y a ce côté. Mais globalement, tout est un petit peu une énigme parce que, en fait. On est avec un historien qui va gratter sur l'histoire de sa famille. Derrière, il la connaît pas, l'histoire de sa famille. Il y a vraiment un côté de recherche de ce qui a pu se passer. Voilà, il veut en savoir plus. Et aussi pour comprendre son père qui était très dur, hein, vraiment très dur. Et puis voir cet héritage parce que il y a quelque chose qu'il comprend pas bien. Donc, on a donc Yann de Quérembrun qui est ici. Non, qui est là, pardon. Son père, c'était Charles de Quérembrun. Le père de Charles de Quérembrun, c'était Juste de Quérembrun, qui était le fils de Octave. Octave avait l'air vachement plus moderne, vachement plus ouvert que Charles, en fait. Mais il y a eu des petites histoires aussi, entre des frères, entre... Voilà. Donc je suis vachement bien dans ce livre, en fait. Je m'attendais pas du tout à... Je m'attendais pas du tout à accrocher autant et puis en fait si. Donc voilà, c'est mon petit bonbon, mon petit plaisir. Et puis aujourd'hui débute la lecture commune autour de Everglades de R.J. Ellory aux éditions Sonatine. Lecture commune que je vous propose avec un découpage sur mon Discord. Donc voilà, on est un certain nombre je vous dis tout ça, ça vous intéresse pas trop puisque au moment où sortira ce vlog, la lecture commune sera certainement terminée. Mais là, c'est vrai que je vous propose pas mal de lectures communes. On enchaîne un petit peu chaque semaine et moi, j'aime bien. En fait, je me rends compte que, contrairement à ce que je pensais, j'aime bien les lectures communes avec un découpage. Et j'aime beaucoup ce format-là. Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs. Vous connaissez peut-être les conditions dans lesquelles j'ai créé le Discord, etc., etc. Donc, c'était pas hyper positif à la base. Et je m'étais dit, voilà, alors, vu pourquoi j'en suis arrivée là... disons que les conditions dans lesquelles j'ai créé, ça m'a pas trop plu. Ça me demande du travail, forcément, ça me demande du temps. Et en même temps, et puis je m'étais dit, et en plus je vais devoir lire avec un découpage pour être sûr qu'il n'y ait pas de concours de vitesse ou de concours de lenteur, puisque j'ai eu quand même les deux cas sur une même lecture commune, quand l'intelligence est poussée au maximum et qu'on oublie la passion de la lecture. Et derrière, je m'étais dit, l'impact, ça va être de faire un découpage. Moi, lire avec un découpage, bah en fait, si j'aime bien. Si j'aime bien. Donc écoutez, les derniers livres que j'ai lus avec un découpage, ça s'est très bien passé. Notamment Le meurtre de Roger Ackroyd, quoi. Mon livre préféré que j'ai lu avec un découpage. Et c'était top. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et puis bah là, je vais enregistrer un ou deux avis lecture, on va dire. On va dire ça. J'ai enregistré 2 avis lecture. Et puis j'ai encore du rattrapage à faire. J'ai encore un petit rattrapage à faire sur ce que j'ai pas pu faire quand j'étais pas là. Quand j'étais malade, pardon. Si j'ai toujours été là, mais quand j'étais malade. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit unboxing. Et puis après, je me poserai. Parce qu'il va falloir que je me pose aujourd'hui, je crois. Hein, je tiendrai pas, sinon je ne tiendrai pas. Voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà, bon ben voilà, c'était tout. À plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mercredi 23 avril. On est en vacances à côté du Gros du Roi.
C'est exactement là où nous sommes partis en vacances il y a un an, quasiment jour pour jour. Il fait pas hyper beau aujourd'hui, enfin on est arrivé en milieu d'après-midi, hein, c'est pas à côté de la maison, donc on est arrivé en milieu d'après-midi, mais il doit faire beau demain et après-demain, donc on espère que ce sera le cas effectivement. Attendez, je regarde la météo. Chose que je fais depuis quelques jours, non-stop, oui, oui, c'est bon. Oui. Donc voilà. Je suis épuisée, épuisée, épuisée. En fait, on devait partir plus tôt ce matin et impossible de me lever. J'étais mais KO, complètement KO, vraiment. Enfin, faut dire que j'ai fait une insomnie, enfin une insomnie. Enfin, je me suis couchée et à 1h30, j'étais réveillée en pleine forme. Je sais pas, une nuit de 2h30 devait me suffire. Pourtant, j'en rêverais, hein, mais c'est pas le cas normalement. Et donc pas possible de me lever à 4h du matin pour partir. On a tenté, hein, mais j'étais dans un état. Donc j'ai redormi un petit peu. On est parti un petit peu après. De toute façon, on est mercredi, il n'y a pas trop de monde sur la route, quoi qu'il en soit. Mais c'était l'idée d'arriver plus tôt ici, quoi. Mais non. Alors j'ai moitié dormi dans la voiture. Mais bon. Mais bon, c'est. Enfin, puis en plus, dormir dans la voiture, c'est quelque chose qui m'embête depuis que j'ai fait mes radios des cervicales en octobre, là, et que j'ai appris que j'avais des vertèbres soudées. Du coup, quand je dors, j'ai tendance à dormir la tête n'importe comment en voiture. Je me dis, mais c'est pas bon ça. Surtout qu'en plus, mon kiné m'a fait des grosses blagues en me disant. Oh bah dis donc, un coup de freinage brusque et... ouais, génial. Vraiment génial. Donc voilà, donc je suis épuisée. Pour la petite histoire, il y a pile un an, j'étais pareil quand je suis arrivée. Alors le truc c'est que c'est les... Enfin du coup je replonge beaucoup en ce moment dans tout ce que j'ai pu vivre. Enfin pourquoi, enfin comment je suis arrivée au burn-out, ce qu'il y a depuis, pourquoi je m'en sors pas en fait. Voilà, tout ça je le revis. Les décisions que j'ai prises, pourquoi je les ai prises, et enfin, le reste de la famille arrive, je vais faire une petite pause. Oui, on avait fait équipe des filles, équipe des garçons, l'équipe des garçons arrivait, mais la moitié de l'équipe des garçons est repartie pour chercher une petite pizza à emporter. Ah, super. Et... Oui. Ah. Non mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que c'était pour le wifi. Ah oui, pour le wifi, bah tu peux te connecter au wifi gratuit. Enfin, au wifi du lieu. Ok, désolée. Non, c'est pas grave. Donc, je sais plus trop ce que je vous disais. Oui, enfin voilà, du coup, en fait, j'étais vraiment... je repense beaucoup en fait à ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là quelque part ou tout, mais en fait, c'est pas pour me dire tiens on aurait pu faire les choses autrement ou je sais pas, non pas du tout, enfin enfin je suis extrêmement sûre de ce que je pense, des faits, on est obligé d'être sûr des faits, de toute façon ce sont des faits, de ma décision, etc. Mais voilà, forcément, ça me trotte en tête puisque tout n'est pas totalement réglé. Et en fait, là, je me dis, on arrive là, exactement le même logement. Enfin, peut-être ça doit pas être le même, mais en tout cas, vu que ce sont des logements identiques, c'est peut-être pas le même numéro, mais en tout cas, c'est la même configuration. Et en fait, il y a un an, quand on est arrivé, j'étais là, j'étais pas bien, mais j'en pouvais plus parce que j'avais trop fait. En fait, c'est toujours pareil quand le fait de partir quelques jours. Moi, j'aime pas dire avant de partir sur les réseaux où je vais partir quelques jours parce que je trouve ça très curieux. Voilà, enfin bref, c'est une habitude depuis que je suis sur les réseaux. Enfin bref, voilà. Et donc quand je suis en vacances sur un lieu, en général, je ne le dis pas au moment même, mais je le dis après. Mais du coup, mes réseaux, ils doivent fonctionner toujours de la même façon que je sois en congé ou pas, que je sois chez moi ou pas. Voilà. J'ai toujours fait comme ça, donc ça demande de l'anticipation. Et
Et alors là, en l'occurrence, quand je vous parle, l'anticipation c'était un peu particulier puisque j'ai enchaîné, j'étais malade. Et vous avez pas eu des trucs sur ma chaîne pendant le temps où j'étais malade. Enfin bon, là ça a été vraiment du gros n'importe quoi comme j'ai rarement fait, je pense, à ce point-là. Mais du coup, je rattrape petit à petit et même si j'ai enregistré avec un peu d'avance, ne sachant pas comment va se dérouler les semaines qui vont arriver par rapport je coupe le burn-out, je coupe la source du burn-out là très prochainement, donc je sais pas à quel point comment ça va se passer, jusqu'où ça va aller, donc je sais pas dans quel état je serai physiquement, donc j'ai pris un petit peu d'avance, mais du coup au lieu de vous donner une vidéo par jour, je me suis dit je vous donne une vidéo tous les 2 jours, et comme ça je sais que je tiendrai pendant un petit moment et ça ira, mais sur Instagram je fais vachement d'avance et tout, et l'année dernière en fait on était parti très vite après le fait que je sois en vacances. Et donc j'avais eu très très peu de temps pour produire beaucoup d'avance et j'étais lessivée. Et puis il y avait déjà des trucs. En fait, mon burn-out, clairement, c'était au mois d'octobre. Mais en fait, en avril de l'année dernière, je me souviens très bien être ici, prendre mon téléphone, regarder des trucs, parce qu'il y a une partie, parce que je n'ai jamais coupé en fait, sur une partie de ma vie qui m'a menée au burn-out, tomber sur des trucs, être hyper en colère, et en fait, déjà, il y avait déjà beaucoup de choses en fait à ce moment-là, donc je me plonge aussi dans tout ça, voilà. Mais je suis très très fatiguée, et puis avec le moral vraiment en dents de scie, voilà, ça a été un... Je me suis jamais trop renseignée sur le burn-out, c'est vrai. En plus, quand je vous en ai parlé au mois d'octobre, je vous ai dit oh, c'est un mini burn-out parce que j'osais pas trop l'assumer, etc. Puis les gens me disaient si c'était vraiment un burn-out, tu serais pas dans cet état et tout. Ouais, mais il y a des choses qui m'ont maintenue debout et en fait, je peux vous dire que si c'est un vrai, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un vrai, c'est pas lié à du trop plein à faire, parce que ça je sais gérer en fait, et au contraire moi je suis toujours demandeuse de faire énormément, j'en ai besoin, c'est mon moteur, mais c'est un trop plein émotionnel quelque part, et en fait c'est très très destructeur, et je me rends compte que là je suis dans un état d'esprit où je vais changer de vie, c'est quelque chose qui va être très positif, et en même temps je suis là en train de me dire, alors les jours, attendez on dit un jour quoi là, les jours impairs, alors les jours pairs ça va. Les jours pairs, ça va. Je suis en grande forme. Façon de parler, en tout cas, je vois les choses avec beaucoup d'optimisme. J'ai plein de projets, j'ai plein de trucs et tout, ça va marcher. Les jours impairs, et aujourd'hui nous sommes un jour impair, je me dis ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher, je vais me rétamer. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. C'est à peu près comme ça. J'espère qu'en coupant la source du burn-out derrière, il n'y aura que des jours pairs. Et que voilà, ça va... Mais bon, ça me travaille, c'est vrai que j'ai un peu que ça comme sujet de conversation. Parce que voilà, je cherche, je réfléchis, et en même temps je trouve que je cherche pas assez, et en même temps, enfin voilà, bon, il y a plein de choses. Donc ça me travaille. J'aimerais en parler beaucoup plus explicitement avec vous, mais bon. Mais bon, voilà. Après, en même temps, je suis aussi désolée de cette période de vlog qui est un peu particulière parce que c'est pas hyper fun pour vous, j'imagine. Je tourne certainement un peu en boucle, mais c'est difficile de faire abstraction de tout ça. C'est difficile de faire abstraction de tout ça. Parce que ce que j'ai vraiment voulu minimiser pour protéger des personnes, pour je sais pas, enfin, parce que peut-être que, enfin, parce que en plus moi aussi j'ai minimisé aussi pour certaines raisons, enfin, le burn-out est une sorte de dépression. C'est des mots dans une partie de mon entourage qui sont interdits, hein. Enfin, burn-out, dépression, c'est interdit, ce n'est absolument pas possible. Donc derrière, il y avait aussi ce truc de mots à pas prononcer quelque part, et d'échecs aussi, en fait. Surtout quand c'est lié à quelque chose où, en fait, c'est comme si
j'avais dépensé une énergie folle parce que moi je m'investis énormément. J'avais couru et en permanence dans un mur en fait. C'est dur. C'est dur. Voilà. Oh là là là. Non mais je vous promets qu'un jour je parlerai plus de ça, mais là c'est pas. Là je sais pas, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que ça va pas trop, parce que moral en dents de scie, alors que c'est les vacances, alors que voilà. Moral en dents de scie, grosse fatigue parce qu'on est sur un épuisement vraiment. Et puis c'est pas la suite est pas réglée. Même si je suis enfin autant, enfin il y a de l'épuisement, il y a des moments de doute comme je vous dis, mais alors s'il y a bien un truc où j'ai pas un doute, c'est le fait qu'il faut vraiment que je parte. J'ai pas un bouton là? Non mais si, j'ai été piquée. Ah mais c'est bien, non mais j'ai été piquée par un moustique, on s'est baladé tout à l'heure. Non mais en fait je fais un remake de l'année dernière. Parce que j'ai aussi attrapé, je me suis aussi fait piquer l'année dernière, exactement là. Bon, on parle de livres. J'ai lu ce livre-là. Je l'ai commencé hier soir, j'ai terminé tout à l'heure. Le jardin dans le ciel, de Romain Potocki, chez Albin Michel. C'est un livre qui m'a été envoyé sans que je l'ai demandé, avec un magnifique bouquet de fleurs. Et c'est une très belle réception. Et voilà, du coup c'est le premier roman de cet auteur. Cet auteur qui est réalisateur, photographe ou simple voyageur selon les jours. Alors, dans ce livre, on suit un personnage, alors je ne vous révèle pas son prénom tout de suite parce qu'en fait on ne le sait pas tout de suite, mais en tout cas qui est surnommé Tistou. Tistou pour le livre Tistou et l'épouse vert. Et bon, c'est assez drôle parce que c'est un livre en fait qui m'a... Je me souviens que j'ai lu ce livre quand j'étais petite. Je me souviens que j'avais bien aimé. Je suis incapable de vous dire de quoi ça parle. Il faudrait que je le relise en fait. Et donc en fait notre Tistou, il vit dans les cités. Et il a une vie vraiment très compliquée. Et moi c'est pas du tout un univers que je connais, où je suis à l'aise avec. Et là on est totalement en immersion. Donc Tistou il fait des choses pas très légales pour pouvoir gagner de l'argent. Il a 17 ans je crois. Sa mère est malade, on parle pas trop de son père, enfin, bref, tout ça je vous laisserai découvrir. Il va être amené à cultiver des fleurs, mais pas que, pour gagner de l'argent. Et il va falloir qu'il s'en sorte au milieu de sa cité, avec les différents... je sais même pas comment on appelle ça, des groupes, des gangs, voilà. Et en même temps, il va tomber dans une librairie, enfin, il va se retrouver dans une librairie et il va découvrir des livres qui ne lisait pas du tout. Et ça va le faire voyager et donc on va avoir tout au long de ce livre les découvertes en fait de Tistou, un peu ce que ça va lui procurer, etc. Alors c'est une narration à la première personne, il a un vocabulaire particulier qui n'est pas du tout le vocabulaire que je parle couramment, donc c'est très très immersif, et il nous parle d'une façon, mais lui quand il parle il bégaye, donc on a, enfin c'est un personnage qui est globalement attachant. Après, c'est un personnage qui fume beaucoup et pas des cigarettes, donc moi c'est... et ça revient très souvent, et de toute façon c'est aussi comme ça qu'il arrive à gagner de l'argent. Et donc bon bah ça moi c'est un petit peu ma limite dans les livres, il y a un petit peu trop pour moi, voilà. Après il y a des jolis passages sur justement le pouvoir des fleurs, pour reprendre une chanson, le pouvoir des livres, et voilà. Mais c'est assez intéressant par rapport à ça. C'est pas un coup de cœur du tout, mais c'est un livre... alors je suis rentrée très vite dans l'histoire. Après, on n'est pas sur un livre avec des rebondissements, avec une intrigue haletante ou quelque chose comme ça. Ça reste assez comment dire, plat quelque part.
au niveau de l'histoire, mais on va avoir ce rythme de découverte de livres, des relations humaines aussi, hein, les rencontres que Tisto va pouvoir faire, l'évolution de l'état de la santé de sa maman, et puis on va avoir vraiment cette histoire avec la librairie, voilà. Donc c'était Le Jardin dans le ciel de Romain Potocki. Et puis sinon j'ai commencé hier soir Everglades de R.J. et Laurie que je lis en lecture commune que j'organise avec Sonatine, et on a un découpage chaque jour. Donc j'ai lu la partie hier, j'ai lu la partie d'hier, et là je vais lire la partie d'aujourd'hui. Et en fait, avec R.J. et Laurie, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis ça, il y a un côté, oh, c'est toujours la même chose. Non, 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 non. C'est toujours le même effet magique, c'est-à-dire que je ne sais pas où est-ce qu'il nous emmène, mais j'y vais, il m'accompagne dans son univers. Donc là, je suis partie, je sais plus, dans les années 1976, je crois. Attendez, que je retrouve, je crois que c'est en 1976. Et... mince. Et on est avec des shérifs, voilà. Et ça commence assez fort, je trouve. Hein. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, bah écoutez, j'arrive pas à retrouver un... Août 1976, voilà. Le personnage s'appelle Garrett Nelson, il est shérif adjoint en Floride. Et en fait, il y a une arrestation et tout, puis il y a quelque chose qui se passe, et suite à ça, eh bien, enfin, non, bah, suite à ça, point. Je vous dis pas plus. Voilà. Donc maintenant, je vais lire ça, je vais lire la partie du jour, et puis alors après, parce que j'ai emmené beaucoup de livres, beaucoup trop de livres, bien évidemment, mais après, attendez, je me suis dit quoi? Après, j'aurais bien lu le dernier de Lorraine Fouché. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Voilà, voilà. Bon, et puis écoutez, c'est tout. On se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, je sais plus combien, 23, 24, 25 25, on est vendredi 25 avril. On est en train de faire une balade avec ma grande pour la 3e fois. Tous les jours, c'est notre balade quotidienne. Pendant que mon mari et mon fils et ma dernière sont en train de faire là du tennis, sinon ils font du ping-pong, voilà. Donc nous on se balade, on ne sait pas où sont les chevaux, mais on va aller certainement les voir. Il y a du vent. Et alors côté lecture, j'ai commencé le dernier livre de Lorraine Fouché hier. Il y a du vent, vous allez peut-être entendre. C'est bien, j'aime bien l'histoire. Il y a un côté carré famille du dernier livre de Cynthia Kafka avec des inconnus qui se rencontrent et tout ça, mais en fait c'est comme si le point de départ était très semblable, mais la suite change totalement. Et je suis bien dans ce livre, c'est un roman choral, je trouve que c'est très bien pour le moment où je le lis, voilà, sans trop de prise de tête. Hier après-midi, on était au bord de la piscine, il y avait un bruit énorme, et moi, j'avais mon casque à réduction de bruit, mais c'était pas assez. Et puis bah voilà, un livre comme ça pour ce moment-là, c'est très bien. Ce qui est rigolo, c'est que une personne à côté de moi était en train de lire un autre livre de Lorraine Fouché, Entre ciel et loup. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a fait, quand j'ai vu ce livre-là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Bon, déjà, il y a un clin d'œil à ce livre.
Il y a peut-être d'autres clins d'œil à d'autres livres de Lorraine Fouché que j'ai pas tous identifiés. Et puis il y a ce côté roman choral assez large en fait. Voilà, et puis je continue la lecture commune de Everglades de R.J. et Laurie. Je parle lentement parce que j'ai plus de souffle. De R.J. et Laurie qui est bien, enfin parce que c'est un livre de R.J. et Laurie, donc en fait on est pris par l'histoire, il nous emmène dans un univers et en l'occurrence milieu carcéral. Et puis il y a un côté perso, je trouve, un côté vie perso des personnages. C'est beaucoup de perso dans ce que je dis, mais vie privée des personnages que j'ai bien aimé en fait. Donc, enfin que j'aime bien et qui apporte quelque chose. J'ai pas en tête qu'habituellement il y a ce côté aussi personnel. Voilà, donc je continue ces lectures et puis après j'ai amené bien sûr beaucoup d'autres livres à lire, mais je sais pas si je lirai tout. Voilà. Et je continue mon livre audio aussi, qui est très très bien. Ça, je vous en avais déjà parlé. Il me reste un peu moins de 10% de ma lecture audio. Ça, c'est mon petit plaisir du matin quand je me réveille. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve et on est... Ah si, je peux peut-être le faire comme ça. On est lundi 28 avril. Il est tôt, mais comme il fait beau, ça va peut-être pas durer, mais il fait beau. Moi, j'aime bien me lever tôt quand il fait beau. Voilà, quand c'est l'été, en général, je me lève un peu plus tôt que l'hiver et du coup, ça me permet de vous parler avant de commencer cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine, etc. Alors, les vacances, c'était bien. C'était même très bien. Écoutez, je ne pouvais pas espérer mieux. Pour moi, lire dans un transat, en maillot de bain, au bord de la piscine, puis avoir trop chaud, me baigner, puis revenir sur mon transat, relire, etc. Ça, pour moi, c'est l'idéal et c'est ce que nous avons vécu pendant 2 jours. Alors, côté météo, bon, on avait triché parce qu'on avait quand même bien suivi la météo et on a même décalé nos dates de façon à tomber sur 2 jours de beau temps et en revanche, on est arrivé mercredi. Donc c'est très loin pour nous, hein, parce que c'est quand même dans le sud de la France. Donc on est arrivé mercredi, je sais plus, vers 16h. Il faisait pas hyper beau, il y avait 3 gouttes de pluie. Enfin vraiment 3 gouttes, hein, parce que moi qui déteste la pluie, j'ai pu marcher sans parapluie. Hein. Mais il y avait pas forcément un très beau temps. Et le jeudi, vendredi, il a fait très beau et tout ça. Et le samedi, quand on est parti du logement, il faisait beau, on a pu se balader et tout. Et ensuite, on est allé à Montpellier et là, il faisait gris. Mais il faisait pas si froid. Enfin, on a quand même mangé en terrasse. Voilà. Donc bon, c'était, enfin, en gros, il y avait 2 jours de beau temps et c'était les 2 jours où on y était. Donc ça me paraît pas trop mal. J'ai lu, j'ai reçu beaucoup de choses dans la boîte aux lettres, mais je vous avoue que j'ai tout rangé, tout classé, etc. Donc je reviens pas dessus, j'avais fait des stories Instagram de ce que j'avais reçu. La boîte aux lettres était tellement pleine que on a retrouvé des enveloppes jetées dans le jardin. Vraiment des enveloppes avec des livres dedans, quoi. On était verts, hein, vraiment, on était verts. Je sais pas qui a idée de se dire tiens,
une enveloppe pas matelassée, rien du tout, hein, une enveloppe classique avec un livre dedans. On va laisser ça avec le temps incertain. C'est vraiment d'une intelligence incroyable. Et donc voilà, bon bref, ça nous était jamais arrivé encore. Il faut dire que je n'avais jamais eu l'idée que quelqu'un puisse avoir cette idée. Il n'y a pas eu de dégâts, mais bon, faudra qu'on soit vigilant les prochaines fois parce que si c'est une nouvelle lubie de, je sais pas, un nouveau jeu côté facteur, ça va pas le faire. ça va pas vraiment le faire. Voilà. On aime bien quand les gens font leur job correctement, donc ça va pas trop le faire. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de trucs, mais comme je vous dis, je les ai rangés, etc., etc. De toute façon, il y a eu beaucoup de livres et j'en ai même déjà lu un dont je vais vous parler. Alors, là j'ai une pile de tout ce que j'ai pu lire. Non, pas ça. J'ai terminé mon livre audio Ces ombres d'Hélène Guestern, pardon. Excellent. On dirait une enquête, c'est extrêmement bien écrit. Enfin, franchement, je me suis tellement régalée, quasiment 16 heures d'écoute. C'est un excellent livre. Bon, je vous en avais un peu parlé, je crois, dans le vlog précédent. En fait, on suit Yann de Quirin-Brun, qui est historien et qui a une 50aine d'années. Et en fait, son père est mort. Bon, il y a eu d'autres décès dans sa famille. Il se retrouve un peu seul. En plus, il est séparé de sa femme. Voilà, il a un fils qui fait sa vie en s'éloignant. Et lui revient un peu sur ses terres d'origine, on va dire, les terres d'origine de la famille. Et puis, parce qu'il il a arrêté de travailler. Alors, je sais plus exactement dans quel contexte, mais en tout cas, voilà, il s'est arrêté de travailler. Lui qui était prof et en fait il va tomber sur des carnets de raison d'un de ses ancêtres, et puis je vous avais montré que on pouvait avoir l'arbre généalogique ici et voilà, enfin c'est très prenant, c'est très prenant, je trouve. C'est très bien écrit. C'est tellement bien écrit qu'on a l'impression que l'histoire est vraie, en fait. Hein. Pendant un moment, je me suis quand même dit, attends, c'est une autobiographie? Non. C'est une autrice et on a un narrateur homme. Non, alors est-ce que c'est une biographie ou peut-être la biographie de quelqu'un de proche ou j'en sais rien. C'était vraiment mais tellement prenant. J'ai adoré. Ça prend vraiment des allures de roman policier parce que voilà, on se retrouve dans des secrets de famille, etc., etc. Voilà. Donc celui-ci, il était trop bien. J'ai lu le premier tome de la série de Joseph Massescaron, La falaise aux suicidés. C'est un livre que j'avais acheté au Festival du Livre Paris parce que j'avais pris le deuxième La Reine Jaune lors des Quais du Polar. Donc j'aime bien lire les séries dans l'ordre et en l'occurrence on va avoir des personnages qu'on va retrouver, notamment Paul c'est une femme, et Guillaume qui est capitaine de gendarmerie. Et donc ça se passe à Étretat. On va avoir des meurtres. On va avoir du coup une enquête. Il y a un côté un peu roman policier d'avant, avec un côté un peu enfin ça donne l'impression de repartir sur les bases du roman policier, si vous voulez, avec moi tout ce que j'aime, enfin des choses très classiques, des personnages marquants, enfin une enquête, des rebondissements, mais ça a un côté vintage quelque part. Mais je vous l'ai déjà dit pour le Linwood Barclay où on était sur un polar vintage, mais le Linwood Barclay, j'ai envie de vous dire, on est sur un thriller vintage. Là, on est sur un roman policier vintage.
vintage. Voilà, on retourne aux origines quelque part du roman policier, sans que ce soit une histoire qui se passe en 1930, pas du tout. Mais il y a ce côté, enfin que moi j'aime forcément, puisque quand je dis que j'aime les polars, c'est j'aime les polars de l'origine à maintenant. C'est pas j'aime les polars d'aujourd'hui. Donc derrière c'est agréable à lire, en plus les chapitres sont courts et tout. Donc voilà, c'est une chouette découverte et j'ai hâte de lire le tome suivant. Ensuite, enfin c'est pas vraiment dans l'ordre ce que je vous dis, j'ai lu Aller simple pour la joie de Lorraine Fouchet. Ça se trouve je me répète dans ce que je vous dis, hein. Si c'est le cas je m'en excuse. Là on va suivre principalement 4 personnages qui vont se rencontrer dans un train et en fait ils vont avoir ce point commun en fait, de pas vouloir descendre à l'arrêt où ils doivent s'arrêter normalement. Je crois qu'il y a quelque chose au début qui dit ça. Ah, c'est la première page. Le train qui nous intéresse quittera Paris vendredi à 12h40 et roulera en direction de la Bretagne. Parmi les voyageurs anonymes, nous mettons la lumière sur 4 personnes qui ne se connaissent pas et un chien. Paul a loué une maison sur l'île de Groix pour le week-end et se réjouit de son séjour. Mia bénéficie d'un tarif moins de 27 ans et regrette d'être là. Maggie a la carte avantage senior et aucune envie d'arriver à bon port. Lucas déteste cette région où sa sœur jumelle et lui sont nés. Crétin, le Basset Hound, n'y a jamais posé les pattes. Chacun a une destination différente. Vannes, Auray, Lorient, Quimper. Aucun ne s'attend à ce qu'il va vivre, Le train s'arrêtera chaque fois 3 minutes en gare, puis repartira. L'histoire que vous vous apprêtez à lire est incroyable, pourtant elle est vraie. Il croit prendre le train les prendra de court. Voilà, ça c'est la petite intro qui est très rigolote. Mais ce qui est important en fait, c'est que le train s'arrêtera chaque fois 3 minutes en gare. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 minutes? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Etc. Enfin voilà, donc il y a ce côté-là. Les personnages vont apprendre à se connaître. Ils n'ont pas forcément envie en tout cas, enfin... il y a parce que je veux pas contredire ce qui a été dit au début non plus, mais disons qu'il y a parfois des choses qui vont pas s'arranger, qui vont pas se mettre comme ça va arranger les personnages, et du coup, eh ben ils vont devoir se faire avec cette nouvelle réalité, avec ces nouveaux faits, et derrière ça perturbe un petit peu les choses, et donc ils vont devoir trouver une autre solution, ou des fois ils vont être un peu tristes et changer leur plan, ou voilà, bref. Il va y avoir plein de trucs comme ça et c'est assez prenant. Moi, je l'ai lu vraiment vite. De toute façon, c'est un livre qui est court parce qu'il fait 230 pages. Et puis, on est sur un roman choral avec une alternance très très fréquente des personnages, avec les 4 personnages principaux, mais aussi d'autres personnages qui interviennent. On a des personnages secondaires qui sont vraiment méchants et manipulateurs, mais globalement, les 4 personnages qu'on suit, on les aime bien. Et c'est un livre qui fait du bien. Voilà, c'est vraiment un livre qui fait du bien, avec ce côté je trouve de suivre ses rêves quelque part, et ça c'est un message qu'on ne peut qu'apprécier. Ensuite, j'ai lu ce livre Everglades de R.J. Ellory. C'est un livre que je lisais en lecture commune, une lecture commune que j'organisais avec un découpage sur mon Discord, et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un livre avec un découpage. Et je souligne parce que moi, j'étais plutôt du style à lire un livre d'une traite. En même temps, le livre dont je vais vous parler juste après, celui-ci, pour moi, il faut pas le découper. Voilà, comme le livre précédent en même temps. En fait, ça dépend du nombre de pages, si vous voulez. Mais le Lorraine Fouchet, en découpage, peut-être pas. Celui d'après, en découpage, certainement pas. Le R.J. Ellory, avec un découpage chaque jour, en l'occurrence, on lisait 75 pages par jour. C'était ce qu'il fallait. Voilà, c'était ce qu'il fallait. Parce que on est sur un gros livre de 450 pages. Et l'histoire est pas forcément rapide. Mais j'ai adoré ce livre. R.J. Ellory, j'arrête pas de vous le dire quand je lis un livre de lui, c'est un
un conteur en fait. C'est, enfin, vous n'avez pas besoin de savoir de quoi il va vous parler, vous n'avez pas besoin de connaître la 4e de couverture, vous n'avez pas besoin, vous vous en moquez, vous y allez, il va vous prendre par la main, il va vous emmener dans un univers et vous allez juste être là à écouter ce qu'il vous dit et à vous dire « Ah ouais, c'est trop bien ». Voilà. Il y a un côté, c'est ce que je vous dis souvent, le côté que j'appelle Père Castor, dans le sens où on s'installe et puis Père Castor nous raconte une histoire. Voilà. Et ben là, c'est la même chose. Et R.J. et Laurie, ils nous emmènent, là en l'occurrence en 1976 aux États-Unis, avec un personnage qui à la base est shérif adjoint en Floride et qui par une mauvaise expérience, quelque chose qui va se passer de grave, va devoir se reconvertir et va travailler en milieu carcéral. Mais il va pas accompagner des prisonniers comme ça, il va accompagner des prisonniers qui vont malheureusement sur le chemin de la mort en fait. Donc ce livre du coup va me faire penser à 2 livres, va me faire penser à La ligne verte de Stephen King, mais R.J. et Laurie, je trouve à des côtés de Stephen King je suis pas du tout une experte de Stephen King, j'ai lu beaucoup plus de R.J. et Laurie que de Stephen King, mais pour moi, il y a un côté Stephen King dans le fait de savoir raconter, en fait. Vraiment, ça, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, je pense que, là, en fait, si je vous ai dit 3 mots du livre, je suis pas sûre que ça vous fasse rêver, en fait, de partir en 1976 avec un shérif adjoint de Floride qui va ensuite travailler dans une prison. Pour accompagner en plus des condamnés à mort, génial quoi. Franchement, sujet génialissime. Enfin moi ça me fait pas rêver. Mais sauf qu'en fait sur le livre il y a écrit R.J. et Laurie et ça me fait rêver. Par contre ça oui, je me doute que ça va le faire. Et donc forcément il y a ce côté de raconter une histoire. Donc ça me fait penser à La ligne verte de Stephen King, à la fois Stephen King parce que dans les Stephen King que j'ai lus, il y a ce côté vraiment de raconter une histoire et avec un certain don, et bien sûr aussi par rapport au sujet. Et puis ça fait penser aussi au Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Voilà, même si là on n'est pas du point de vue des prisonniers, mais on est du point de vue du personnage principal qui s'appelle Garrett Nelson. Il y a une dimension personnelle qui est assez marquée, je trouve, et peut-être plus que dans d'autres livres de R.J. et Laurie, parce que j'ai pas souvenir que on voit un personnage tomber amoureux, etc., etc. Enfin, ou alors peut-être, mais c'est pas ce que j'ai retenu en tout cas de ces livres. Et là, je trouve que c'est important parce que toute la famille toute sa belle famille en fait va avoir une importance dans l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le découpage était bien parce que le rythme est pas incroyable, mais l'aspect psychologique est super bien travaillé et franchement, enfin non mais ce livre est excellent, il est vraiment excellent. Et jusqu'à la dernière page, vous allez être vraiment pris. On sait pas où on va en fait. Avec R.J. et Laurie, on va pas se dire tiens, je sais que on est sur un roman policier classique et qu'on va chercher le meurtrier, le ci, le ça. Non, en fait, on n'en sait rien avec R.J. et Laurie, on sait pas. On sait juste qu'il va nous raconter une histoire, il faut prendre le train et puis de l'histoire et puis on y va et on se pose pas de questions. Là, il a réussi à bien surprendre, je trouve, et la tournure enfin, il y a beaucoup de choses inattendues et j'ai terminé avec vraiment des frissons. Ouais, vraiment, c'était vraiment prenant. Voilà. Donc j'ai terminé ce livre hier et trop bien. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui faisait partie des livres jetés dans mon jardin. C'est l'histoire d'un amour d'Isabelle Lagarrigue chez Récamier qui sort pas tout de suite. Oh, pourtant, j'ai écrit 50 000 fois. Ah voilà, il est en librairie le 7 mai. Je dis mince, j'ai écrit 50 000 fois quand est-ce qu'il sortait parce que je l'ai lu hier, j'ai communiqué dessus, mais du coup le 7 mai c'est dans longtemps. Je l'ai dévoré
Je l'ai dévoré, il est excellent, c'est un énorme coup de cœur. Je suis en discussion avec moi-même pour savoir s'il détrône le dernier Agnès Martin-Lugan ou pas. Donc je suis en discussion avec moi-même pour savoir pour l'instant quel est mon livre préféré de l'année. Incroyable. On est effectivement sur une histoire d'amour, comme l'annonce le titre. On va de 1993 à 2026. La construction, elle est hyper bien faite. On va suivre principalement deux personnages, Charlie et Combe. Et donc en 93, ils sont tout jeunes quand ils se rencontrent. Et on va avoir ce côté de... vous savez, les livres, mais moi j'adore ça, où on suit des personnages pendant longtemps, et puis en plus là, c'est pas forcément le bon moment, enfin, on espère qu'ils vont être ensemble, il y a des difficultés, enfin voilà, c'est hyper prenant, j'adore. Ça va faire penser à Un jour en décembre de Josie Silver, ou... qu'est-ce que j'ai lu à Noël qui était trop bien là, où j'avais peur, c'est pas une histoire d'orphelin, le club des orphelins de Noël de Briman, c'est quoi son nom de famille, attendez, c'est pas ça, c'est pas Briman, mince, comment il s'appelle ce livre, parce que je le vois pas d'ici, attendez, on va pas rester sur une information inexacte, le club des orphelins de Noël. Le club des orphelins de Noël de Freeman, B.K. Freeman. Donc, vraiment, j'en tire mes cheveux. C'est ce style de livre, voilà, qu'on suit sur plein d'années et on voit les personnages. Enfin, je sais pas comment vous dire parce que je veux pas vous spoiler des choses, mais on s'attache énormément à Charlie et à Combe. La construction, elle est super bien faite parce qu'en fait, on a des moments en 2010, on a des moments en 2025, et puis on a cette partie de 93 à nos jours qui est la partie principale, mais d'avoir ces petites pauses 2010-2025, c'est assez intéressant. Puis en fait, on sait pas exactement qui sont les personnages qui interviennent. Enfin, il y a des petits doutes en fait et sur les personnages et puis pourquoi ça, enfin et en fait ça nous fait avancer, mais on a que 300 pages en fait et pourtant en 300 pages ce livre est extrêmement complet, il y a vachement de trucs. J'ai terminé le livre en énorme pleurs, j'ai rarement autant pleuré pour un livre, vraiment incroyable. Ce nouveau livre d'Isabelle Lagarrigue, excellent. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit et j'ai eu un flash ou je ne sais quoi, mais j'étais en train de me dire, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais en fait Isabelle Lagarrigue vient changer de maison d'édition. Et il y a pas mal d'auteurs qui ont changé de maison d'édition cette année. Il y a Antoine Renan, il y a Salvatore Mini, et en fait ce sont à chaque auteur qui a changé de maison d'édition, je me dis mais quel changement de maison d'édition réussi en fait. C'est voilà, l'essai a été transformé. Enfin, il y a eu une amélioration incroyable en fait dans l'écriture et tout ça. Enfin, voilà. Donc, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui changent de maison d'édition et donc j'ai hâte de voir leur nouveau livre dans l'année. Mais c'est une grande année de changement. Mais là, vraiment, ce livre génialissime. Après, donc ça c'est les livres que j'ai lus. J'ai commencé ce livre audio dans le cadre du jury du prix Audiolib, donc Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. C'est un livre audio qui fait 3h18, donc je l'ai quasiment terminé. Alors c'est un peu particulier parce que en fait tout est dans le titre. Tout est dans le titre. On a un personnage qui s'appelle Santiago Nazar qui va mourir. Voilà. Donc on sait que ce personnage va mourir et beaucoup le savent que certains veulent le tuer et en fait on va avancer comme ça dans l'histoire. Mais il y a un petit côté un peu ironique, je trouve, un peu enfin c'est très bien raconté, c'est lu par Thierry Blanc. Il y a enfin je sais pas comment vous dire, parce que à la base c'est quand même on se dit la vache, tout le monde enfin certains personnages en cherchent un autre pour le tuer. C'est particulier quoi. Et mais en fait, il y a un petit côté de, je sais pas, c'est raconté, enfin, je vais pas dire de façon ironique, j'arrive pas à trouver le mot, mais avec une petite touche d'humour ou donc on suit, voilà, on suit ce moment où tout le monde sait que bien sûr il va être tué, mais que en fait, et puis on suit la progression. Voilà.
Et hier soir, j'ai commencé ce livre. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Les ténèbres de Murkrett. Je sais pas comment ça se prononce, de Camilla Grebe, le nouveau livre de Camilla Grebe qui sort le 30 avril chez Calman Levy. Je n'ai lu que ça, mais qu'est-ce que c'est bien, roman choral. On retrouve des personnages de sa série précédente, mais comme chaque livre de Camilla Grebe, ça peut se lire indépendamment, surtout que pour ma part, sa série, alors je suis à jour dans sa série précédente, enfin dans sa série principale, mais ça date un petit peu, donc j'ai pas toute l'histoire qui est fraîche, mais on retrouve par exemple le personnage de Manfred, on va retrouver quelques petites choses, mais pour moi c'est une série particulière, voilà. C'est trop bien, c'est trop bien. En fait, on se retrouve dans un village fictif de Storforsa. Ce personnage, n'importe quoi, ce village fictif, je vais pas réussir à parler. Ce village fictif a une ambiance assez particulière, il fait vraiment froid, etc. Et en fait, on va commencer à suivre Mira. Mira, c'est une ado qui est la sœur d'Ella, et Ella est une jeune qui a disparu depuis 1 an. Rien, on n'a aucune information. Et à côté de ça, en parallèle, on trouve un corps enterré depuis 2 ans. Mais le corps ne correspond pas à Ella. Donc il y a une enquête qui commence. On est sur un roman choral avec Mira, donc la grande sœur d'Ella. On a l'inspectrice Pirjo qui a suivi la disparition d'Ella, mais voilà, il n'y a plus grand chose, et qui s'occupe de ce corps retrouvé. Et Manfred arrive pour aider sur l'enquête de ce corps retrouvé. Voilà. Donc on jongle pour l'instant entre ces 3 personnages, et voilà, c'est enfin ça se dévore. Non mais franchement, un polar nordique, Camilla Grebe, enfin c'est une valeur sûre totalement. Voilà, bah écoutez, c'est tout. J'ai fait un bon petit rattrapage là, je vais m'arrêter là, et puis bah on se retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le midi, puis après on arrêtera, hein, parce que je pense que j'ai beaucoup de bouts de rush, et que ce vlog va durer très longtemps. Il est jalon, je pense, là, hein. Là, vous vous dites, elle s'arrête quand de parler. Bah, juste après ça, parce que j'ai reçu plein de choses. Non, mais il y a vraiment du bazar partout. Est-ce que j'ai sorti des trucs ce midi? Bref. Bon, alors, la boîte aux lettres était archi pleine, mais le facteur n'a pas fait de jeter de livres dans le jardin, donc c'est bien. C'est bien. On a reçu de la part de PKJ, alors c'est super parce que on n'est plus partenaire PKJ cette année, mais c'est trop sympa d'avoir pensé à nous. On a reçu 2 livres d'une nouvelle collection, le tome 1, le tome 2, Donut Dreams, à partir... Mince, j'ai enlevé tous les petits papiers presse. Alors, hop, en librairie depuis le 10 avril, c'est écrit par Coco Simon, c'est celle qui a fait cœur chocolat et tout, je crois. Hein. Et... non, mais c'est ça que je voulais vous dire, en librairie le 10 avril. Donc il est déjà en librairie. Voilà. Ah non, c'est pas ça, pardon, je voulais voir, je crois que c'est à partir de 8 ans. Où est-ce que j'ai vu ça? Mais c'est moi qui rêvais. Non, mais en fait, c'est moi qui rêvais. Il n'y a pas du tout écrit à partir de quel âge c'est, mais... Pourquoi j'ai pensé ça? Je sais pas. Bref, c'est pas très important. Non, en fait, ça m'agace. Pourquoi j'ai cru que c'était à partir de 8 ans? je sais pas. Bon, je sais pas. Donc, voilà comment c'est. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Et puis, on a reçu le tome 3. Oui, c'est écrit là. De Cupcake Girls, sucré salé, de Coco Simon aussi. Et ça, c'est une bande dessinée. Et je crois que les filles, elles ont déjà les 2 premiers ou un truc comme ça. Donc voilà, bon, je suis trop contente. Elles vont être super contentes. Celui-ci en librairie depuis le 17 avril. Voilà, donc ça c'est cool. Hop. Après, moi j'ai reçu des trucs. Alors déjà, vous êtes posé sur 4 livres. Non,
5 livres, je sais pas si je peux vous en parler, donc je ne vous en parle pas pour l'instant. J'ai reçu de la part de chez Pocket le nouveau Pocket d'Olivier Bal, qui est donc le livre qui est sorti l'année dernière chez XO, La Meute, voilà, que j'avais lu à sa sortie. J'ai reçu de la part d'HarperCollins Féminine d'Émilie Guillaumin. Moi, Émilie Guillaumin, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Alors voilà, ça répond à des questions que j'avais. Parce que moi, j'ai adoré L'Embuscade, qui est sorti... Est-ce qu'il y a la date? C'était un livre en 2021. En 2021, j'avais lu L'Embuscade, un livre incroyable. Donc depuis, il est sorti en poche, mais vraiment... oh là là, un livre qui m'a beaucoup marqué, qui me marque encore, parce que j'y repense encore. J'avais lu ensuite Petite Dent et Grand Croc, qui est un livre sorti en 2023. Elle sort un livre qui s'appelle Soleil invaincu chez Grasset. D'ailleurs, j'ai été contactée par Grasset, donc je devrais le recevoir. Et donc celui-ci, je me suis dit, c'est bizarre. En plus, c'est un poche. Pourquoi? Et en fait, c'est son premier roman. Alors, non mais je savais pas tout ça. Oh bah oui. Après des études de lettres à la Sorbonne et de criminologie à New York, Émilie Guillaumin est devenue journaliste sur Radio Classique. Puis elle s'est installée à Miami où elle a exercé plusieurs métiers, journaliste encore, mais aussi professeure de français, agent d'assurance, serveuse, livreuse de journaux. Entre les deux, elle a passé 2 ans au sein de l'armée de terre, aventure dont elle a tiré son premier roman Féminine, puis L'Embuscade, qui a reçu un très bel accueil de la critique et du public. Tout comme Petite Dent, Grand Croc, elle intervient aujourd'hui en tant que consultante militaire dans l'audiovisuel. Ah, c'est fou, mais je l'ai vu, je l'ai déjà rencontré, je savais pas tout ça. Ah bah, la prochaine fois que je la verrai, je lui en parlerai. Voilà, donc c'est un livre qui fait 286 pages. Bon, il écrit plutôt petit, hein. Mais voilà, autrice que j'apprécie beaucoup, je suis trop contente. Alors après, j'ai reçu ce livre avec des si, on refait le monde de Jeanne-Eva Chabot chez Erol. Donc la couverture, elle est jolie. C'est un livre qui sortira le 15 mai. Voilà, il y a des petites choses à l'intérieur, une petite carte de Célia pour Georgette, une jolie dédicace avec une belle écriture, et je ne sais plus pourquoi j'ai reçu ce livre. Ah, il y a une playlist qui est mise ici. C'est un livre qui fait 264 pages. Je vous ai déjà dit qu'il serait en librairie le 15 mai. Et en fait, pourquoi je l'ai reçu? Parce que je sais plus. Je sais plus. Jeanne-Eva Chabot. Non, elle m'a pas contactée sur Instagram. Parce qu'en fait, elle me remercie de découvrir son livre. Donc, c'est Erol qui a dû me le proposer. Et moi, j'ai dû dire oui. Hop. Non. Bon, c'est pas très intéressant pour vous. Non. Ah. Non, toujours pas. Non, j'ai reçu le mail, j'ai pas répondu. Voilà. Mais du coup, j'ai une dédicace qui dit « Merci de tout cœur d'être parmi mes premiers lecteurs. » Et du coup, je me suis dit « Ah, c'est que j'ai dû le demander. » Et bah là, ça m'ennuie parce que je vais pas la laisser... Enfin, elle est gentille sa dédicace, je vais pas ne pas lire son livre, quoi. Quelle destinée pour un rêve devenu orphelin. Lorsque leur ancien camarade de classe, Éloi, disparaît dans un accident de voiture, Capucine, Gaëtan, Célia et Axel reprennent contact sans trop savoir à quoi s'attendre. Les retrouvailles sont affectueuses mais maladroites, un peu hantées par les remords des jeunes adultes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été tendres avec Éloi. Et puis surgit une découverte qui va changer le destin du petit groupe. Éloi avait un rêve resté inexaucé, faire le tour du Mont Blanc. C'est un peu une folie, mais aussi une idée magnifique. Les 4 anciens amis décident de partir ensemble en hommage à leurs disparus, et tant pis si leur dernière séance de sport remonte à un lustre. Je n'ose même pas imaginer si je devais faire ça. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont chercher là-bas, et ils ignorent surtout combien leur périple entre mésaventures, rencontres et révélations s'apprête à les transformer. Ok.
Ok, et ben très bien. Bah merci du coup Erol. J'ai reçu un livre. Ah ah ah. Alors, si jamais Eva, Lola, Inès et Juliette passent par là, sachez que c'est le moment où je parle de ce livre, très cher voisin. C'est écrit « Qui n'a jamais été tenté de tuer son voisin ?» Alors ça, cette phrase va quand on a du bruit, voilà. Avec en plus une petite citation de Lisa Garner, absolument incroyable, les lecteurs vont flipper. Il fait quasiment 500 pages quand même, il sort le 21 mai et j'ai reçu une invitation. Alton Road vous ouvre ses portes pour une soirée que vous n'oublierez jamais. Le samedi, à la tombée du jour, les habitants de notre charmant quartier se réuniront pour célébrer la fête des voisins. Une occasion parfaite pour partager sourires, secrets et quelques verres sous les lueurs tamisées de nos jolies lanternes. Mais entre chuchotements dans l'ombre et regards échangés, qui sait ce qui pourrait vraiment se passer quand les lumières s'éteindront? Derrière chaque porte, un mystère, derrière chaque sourire, une vérité. On aime, hein, quand on aime les thrillers domestiques, on aime ça. Habillez-vous pour impressionner, mais surtout pour dissimuler. Venez avec curiosité et peut-être un soupçon de méfiance. Chaque maison a ses secrets, chaque voisin ses failles. Ne soyez jamais trop sûr de connaître ceux qui vivent tout près. Lieu, Alton Road, imaginez-vous déjà parmi eux. Quand, dès que vous ouvrirez ces pages, n'oubliez pas, au sein d'Alton Road, mieux vaut observer que se confier. Parution 21 mai. Oh là 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 là. Mais moi, j'aime ça. Mais il faut vraiment que je vous fasse un truc sur les thrillers domestiques, parce que les gens découvrent les thrillers domestiques avec la femme de ménage. En disant, c'est fou. Non, mais ce genre et tout, ouais, mais ce genre, il existe depuis longtemps. Liane Moriarty, c'est quand même pour moi, la reine du thriller domestique en fait. Alors ils sont pas tous égaux les livres qu'elle a pu écrire, mais franchement pour moi c'est elle qui a écrit le meilleur en fait. Donc faudrait qu'un jour je fasse un truc sur ça. J'ai reçu le nouveau Franck Tillier à retardement qui va paraître chez Fleuve le 2 mai. Voilà, donc c'est un nouveau Charcot, et il est très très beau. Voilà. 450 pages. Unité pour malades difficiles de Chambly. Un nouveau patient est accueilli, délirant, sans papier, inapte à la garde à vue. Celui-ci a poussé sans raison un passager sur les rails et prétend fuir des vers. V-E-R-S. Seine-Saint-Denis à 50 km de là, Charcot et son équipe découvrent le corps d'un quinquagénaire sauvagement assassiné près de son lit. Chez lui, aucune empreinte digitale ni trace d'ADN, pas même les siennes. Qui sont ces deux hommes? Quelles sont leurs histoires? En fait, c'est vrai qu'avec les Charcot, on part de plus en plus... Enfin, depuis que la série Charcot a rejoint la série N-Bell, on part vraiment dans des tomes qui ont un sujet scientifique et souvent un sujet de biologie, qui n'est pas la discipline dans les sciences que je préfère, mais c'est très intéressant parce qu'on apprend des choses de cette façon-là, et puis c'est très 360, bon, je me répète parce que je vous l'ai déjà dit sur certains tomes de Charcot, mais c'est très 360, c'est très intelligent comment c'est fait, et en fait j'y réfléchissais l'autre jour, et en fait, alors vous avez peut-être trouvé ma comparaison un peu bizarre, mais je trouve dans les Charcot, j'apprends des choses dans les Charcot que je pouvais apprendre et qui m'intéressaient dans les premiers Bernard Werber. Ce côté, en fait, où ils ont creusé un sujet scientifique, biologie principalement, pour nous, et en fait, ils nous en sortent un résumé quelque part. Enfin, donc ça, c'est... Enfin, j'avais jamais tilté parce que moi, j'aimais bien Bernard Werber. Alors, Les Fourmis, j'ai pas lu la trilogie complète. J'avais lu le premier tome et la moitié du second. Mais il y a des roses dans le jardin? Non, mais je crois que j'ai une rose dans le jardin. On est le combien? On est le 28 avril. Oh! Mais si! Franchement, j'ai un rosier qui est haut, il y a une pointe de rose. Il y a une rose dans le jardin. Ça y est, c'est la première. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Bref,
Et oui, donc en fait, moi j'aimais bien les Bernard Werber, mais je pense aussi le Père de nos pères, les Thanatonautes, l'Empire des anges. Il y avait quand même une dimension scientifique, je dois en oublier plein, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué, une dimension scientifique qui était vraiment très intéressante et qui était amenée d'une façon intelligente, parce qu'en fait, ça permettait à n'importe quelle personne lambda d'en savoir plus sur un sujet. Et on nous apportait ça sur un plateau. Et je trouve que Franck Tillier, il fait ça. Et puis, j'ai reçu le roman d'Élin Hilderbrand de cet été aux Escales. Enfin, de cet été, on n'est que le 28 avril, mais bon. Il sortira le 5 juin, un week-end à Nantucket. 5 femmes se réunissent pour passer un week-end inoubliable entre cocktails et confidences. Voilà, donc moi j'ai déjà très hâte de le lire. Voilà. Puis j'ai reçu le magazine 10-18 avec les nouveautés. Et puis j'ai reçu 5 autres livres dont je ne vous parlerai pas. Voilà, bon, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Enfin, qu'on s'arrête dans 3 secondes. On va aller voir la rose, d'accord? Et puis après on va s'arrêter. Enfin, je vous montre juste la rose comme ça. Et bon, si, allez, on y va. Hop, petit tour. Alors, on a mis le trampoline. Parce que les enfants voulaient remettre le trampoline. Je dis, mais ils sont âgés maintenant. Mais non, ils voulaient le trampoline. Oh, mais c'est bien une rose. Là, on a le lilas, juste derrière moi. Le lilas qui prend ses aises. Parce que du coup, on a le petit bout de jardin en plus, là, par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà. Alors, elle n'est pas tout à fait ouverte entièrement. Mais elle s'ouvre pas mal. Non, mais voyez tous les boutons qui se préparent, quoi. Non, mais c'est la folie. C'est la folie. Alors, à côté, j'ai des rosiers bas. Oui, mais ça c'est normal, ça c'est enfant d'Orléans, donc c'est un rosier nain. Après, je sais plus, mais lui il est peut-être mort. Ah, mais là aussi. Ah. Oh, et celui-ci, si je me trompe pas, je pense que c'est... Reine Victoria. Je pense que c'est Reine Victoria, qui a plein de boutons aussi. Voilà, puis là on a un grand, donc on n'a pas taillé, mais celui-ci c'est Line Renault. On a fait acheter grand. Et puis sinon on a des rosiers tout petits. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme rosier tout petit? Bah là, entre les deux. Là. Voilà, ça c'est des rosiers tout petits qu'on a achetés en racines nues à l'automne là. Ça c'est... C'est moi qui ai acheté ça? The Mill on the Floss. Il y a même mon nom dessus. Rosier anglais. C'est un David Austin ou quoi? Je sais plus. De toute façon, on a gardé les étiquettes parce que j'aimerais bien faire comme ce qu'on faisait avant. Avant, j'avais mis des petites... Bon, c'est pas beau, hein, c'est pas désherbé et tout, c'est trop moche. Écoutez, je viens de trouver une chaise, je vais m'asseoir là 2 secondes. Avant, on avait dans mon ancien jardin, j'ai très chaud d'ailleurs, dans mon ancien jardin, enfin mon mari avait coupé des petites plaques d'ardoise et j'avais écrit dessus avec un feutre blanc et ça s'effaçait assez régulièrement et je réécrivais dessus de façon à avoir le nom des rosiers. Et là en fait, moi un rosier qui s'ouvre pas, je peux pas vous dire ce que c'est. Alors ils ont pas tous le même feuillage, bon là enfant d'Orléans c'est clair que je le reconnais, là celui qui a la rose, là le premier qui s'est ouvert, ça m'agace parce que j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors des fois on a les étiquettes qui sont encore restées au bout. Ça c'est clairement un rosier de notre ancien jardin qu'on a mis là. Mais je les connais pas tous. Hein. Enfin, je l'ai... Une fois que la rose elle est ouverte, je dis ah oui bien sûr c'est ça. Voilà, ça je le sais, une fois que c'est ouvert. Quand c'est pas ouvert, je sais pas. Là elle est moitié ouverte. Je suis en train de réfléchir dans tout ce que j'ai en tête. Ouais, je dirais un David Austin. Je vois où il était placé. Geoff Hamilton. Je pense à Geoff Hamilton. J'ai un petit doute. Parce que Geoff Hamilton, c'est un peu plus... Oh. En fait, il a la couleur de Geoff Hamilton, mais il a la forme de Marie-Rose. Mais je suis pas sûre que Marie-Rose, on l'avait déménagée. Je sais pas. Bon, faudra peut-être revoir si on n'a pas des étiquettes en dessous. Et puis dans les autres, là j'arrive, enfin vous voyez pas, mais j'arrive devant les rosiers, je vais vous montrer.
Là j'arrive devant les rosiers qui sont aux couleurs un peu abricot, etc. Donc c'est pareil, je vais avoir besoin qu'ils s'ouvrent. Dedans on en a notamment un qui s'appelle Marie-Magdalène, que j'ai bien sûr acheté pour le nom. C'est un David Austin aussi. Là on doit avoir un rosier qui est mort. Faut que je vois, faut que je refasse le point, parce que dans les rosiers qu'on avait déménagés, il y en a qui n'ont pas survécu. Faut que je fasse gaffe aussi, parce que j'ai l'impression qu'il est mort, mais il a quand même une petite branche. Peut-être que ça fleurit au niveau du point de greffe, et dans ces cas-là, bah ça va pas quoi. Voilà. Et puis tous les, là on en a encore un mini rosier là. Là c'est un sceptre d'île. Ah oui, celui-ci va être très beau. Il va être très très beau. Je l'ai jamais eu celui-ci. Il va être très très beau. C'est un David Austin aussi. Et tiens, il y en a. Ah bah là, en dessous là. Là c'est aussi, je sais pas si vous voyez, là c'est aussi un rosier racinu qu'on a acheté. Donc des racinus, c'est vraiment des rosiers minuscules. Hein. Et ça, celui-ci c'est aussi un David Austin, c'est le Roald Dahl. Alors celui-ci il nous le fallait forcément. Donc voilà, il va falloir que j'attende de voir comment ils fleurissent. Et en fait mon objectif, ça va être de faire un peu ce que j'avais fait. En fait dans mon ancienne maison, on avait une terrasse. D'un côté j'avais fait un dégradé de rose, et de l'autre côté j'avais fait un dégradé d'abricot. Et le dégradé de rose, en fait j'étais tellement folle de rosier que j'avais vraiment fait un... C'était plus juste un petit bout, c'était un L quoi, il y avait plein de roses. Et puis il y avait un autre endroit, on avait 60 rosiers, donc, mais pas 60 variétés différentes, hein. On avait 60 rosiers dont genre 8 d'une même variété. Parce qu'on avait fait tout un chemin avec des roses. J'ai le nom sur le bout de la langue, je sais plus, des petites roses, genre un mini rosier, avec des népétas et avec des cheveux d'ange. On avait fait rose, népéta, rose, cheveux d'ange, rose, népéta, rose, cheveux d'ange, c'était trop beau. Et j'avais vu ça dans une revue, en fait, dans une revue de jardinage. Et comment ils s'appellent ces rosiers nains? De toute façon, j'ai un ancien blog de jardin, donc où j'avais listé toutes les roses que j'avais, donc je le retrouverai. Et donc là, j'aimerais voir en fait, j'aimerais que chaque rosier fleurisse. Alors le souci, c'est qu'ils fleurissent jamais en même temps, mais j'aimerais que chaque rosier fleurisse et qu'on arrive à savoir la couleur afin de faire pareil un dégradé en fait. Mais là, du coup, on va pas faire une zone rose, une zone abricot. On va faire une zone, on va partir d'un rose foncé et on va aller très loin vers du orange. Et entre les deux, on va avoir du rose foncé, du rose clair, du blanc. J'ai du blanc d'ailleurs, j'ai un petit rosier que j'avais acheté genre 6 € dans une fête des plantes. Vraiment un petit rosier tout simple, vraiment de base, vraiment pas exceptionnel du tout. Il est trop beau, j'adore ces fleurs. Et on a l'impression que c'est des espèces d'enveloppes et tout, c'est magnifique. Et donc... Enfin, ce que je vous dis pas, c'est que quand même mon rosier préféré, c'est le Reine Victoria, et qu'il est mort quand on l'a planté. Qu'on a racheté un rosier à racines qu'on a payé un bras en plus, et que pour l'instant les roses, c'est pas ça. Mais les premières roses, elles sont jamais belles. Et donc j'aimerais que chaque rose fleurisse pour vraiment faire mon dégradé. Je sais plus du tout si j'ai commandé du presque violet, genre du Charles de Mills. Je crois pas que j'en ai pris du Charles de Mills. Parce qu'en plus du presque violet, il faut pas que ce soit en plein soleil. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais du Cardinal de Richelieu. Chez David Austin aussi, j'en avais un. Munstead Wood. Je crois, un truc comme ça. Qui était très très beau. Je sais plus du tout si j'en ai des comme ça. Donc l'idée, voilà, ça va être de faire vraiment un dégradé. Du violet si j'en ai. Au rose foncé, par exemple, le Line Renault, il est rose assez foncé. Le Pomponella aussi, qu'on a racheté en racinu parce qu'il est mort quand on l'a planté. Et puis voilà, aller tout doucement comme ça vers du blanc. Comment il s'appelle celui dont je vous parle, qui est vachement beau et pourtant... L'iceberg, tout simplement. Et puis repartir vers les orangers. Alors dans les orangers, qu'est-ce qu'on a? On a Xavier de Fraissinet qui est magnifique. On a... je crois qu'on avait regardé le Music Hall. Xavier de Fraissinet, c'est un rosier qu'on aime bien avec ma dernière parce qu'en fait il sent le bonbon. J'adore.
Et voilà. Donc bon, bref, on s'en fiche. Enfin non, on s'en fiche pas. Les roses sont sorties, Mais quelle journée! J'ai reçu une excellente nouvelle tout à l'heure. Et les roses sont sorties. Maintenant, je vous laisse tranquille. Et j'espère que ce vlog vous a plu en tout cas. Et on se retrouve très vite. À bientôt.